Bonjour, nous allons traiter dans cette vidéo de l'allaitement maternel en voyant notamment les connaissances à acquérir pour l'internat de médecine. Commençons par les bénéfices de l'allaitement maternel. Il faut savoir que l'allaitement favorise le lien entre la mère et l'enfant. Il y a de nombreux bénéfices au niveau de la mère puisque l'allaitement va diminuer l'incidence du cancer du sein, du cancer de l'ovaire, la survenue des dépressions du postpartum va diminuer les facteurs de risque cardiovasculaire, notamment l'obésité, les dyslipidémies, l'hypertension artérielle, et ça constitue évidemment un avantage financier puisqu'il ne faudra pas acheter du lait et des biberons. Les bénéfices concernant le nouveau-né, c'est que l'allaitement va diminuer l'incidence des morts subites, va diminuer les allergies, l'asthme, les infections, les leucémies, va améliorer le développement cognitif, va diminuer les problèmes d'occlusion dentaire et diminuer l'obésité et le diabète chez les enfants. Au niveau de l'épidémiologie, il faut savoir que 70% des enfants ont été allaités, 60% ont eu un allaitement exclusif et 10% un allaitement partiel. La durée médiane en France de l'allaitement est de 15 semaines. Certains facteurs vont limiter l'allaitement. On trouve 5 catégories différentes. Des facteurs liés à la mère, c'est plutôt l'âge jeune, célibataire, un faible statut socio-économique, une mère qui a un premier enfant ou une première expérience d'allaitement, ou même une expérience négative d'allaitement, des difficultés techniques, un manque de connaissances, de compétences, ou même un manque de confiance. Les mères qui vont exercer un travail prenant vont moins allaiter. Celles qui sont gênées à allaiter en public vont moins allaiter. En cas de dépression postnatale, d'obésité, de tabagisme ou un déménagement proche de l'accouchement vont être des facteurs qui vont diminuer les capacités de la mère à allaiter. Au niveau du nouveau-né, on voit que les nouveau-nés sont moins souvent allaités si ils prennent pas de poids ou qu'ils en perdent ou qu'ils ont des problèmes de succion. L'entourage, s'il n'y a pas de soutien du conjoint, on constate que la mère va arrêter son allaitement. Au niveau de l'organisation des maternités, il peut y avoir une mise au sein qui est très tardive, un pot à pot qui est retardé, ou des allaitements à des horaires fixes, l'introduction de lait artificiel complémentaire ou des problèmes de connaissance, de compétences des personnels soignants font que l'allaitement est limité. Et au niveau des politiques de santé, l'allaitement maternel va être limité en cas de congé maternité court ou peu rémunéré, notamment ce qu'on voit dans d'autres pays. En pratique, il faut mettre au sein le plus rapidement après la naissance. Allaiter selon des horaires souples à la demande du bébé, s'installer confortablement, idéalement, pour que le bébé ait une prise très large de l'aréole et pas simplement le mamelon. Il faut penser à donner les 2 seins à chaque tétée et d'avoir une hygiène de vie idéale avec des boissons abondantes, une alimentation variée, arrêter la prise de toxiques, laver la peau des seins de manière quotidienne à l'eau et au savon et protéger les mamelons avec une compresse sèche afin d'éviter la macération. Les recommandations proposent un allaitement entre 4 et 6 mois. Certaines complications de l'allaitement peuvent survenir. La première, qui est la première cause d'interruption de l'allaitement, c'est l'insuffisance de lait. Cela est favorisé par une séparation précoce ou répétée de la mère et de l'enfant, ou alors en cas de chirurgie esthétique des seins. La deuxième complication, c'est l'engorgement mammaire. Cela se définit comme un défaut d'écoulement du lait, ce qui va entraîner une augmentation de la pression intra-alvéolaire. Cet engorgement mammaire est favorisé par un début d'allaitement retardé après la naissance, par des tétées inefficaces ou une mauvaise prise du sein, entraînant une mauvaise extraction de lait.
C'est favorisé également par une limitation arbitraire de la fréquence ou de la durée des tétées, par l'utilisation de compléments avec du lait artificiel ou en cas de canal lactifère bouché. Le diagnostic est clinique, il n'a pas besoin d'examen complémentaire paraclinique, et on le voit en cas de sein gonflé, tendu, douloureux, œdémacié, brillant. Il peut y avoir une rougeur diffuse, mais dans ce cas, il n'y a pas de fièvre. Une troisième complication est la crevasse. Il s'agit d'une rupture de la barrière cutanée qui est favorisée par une friction anormale entre le mamelon et la bouche du nouveau-né. Cela peut être dû à une mauvaise prise du sein, des troubles de la succion, un frein de langue qui est trop court. Le diagnostic est également clinique, avec un mamelon douloureux, initialement sans signe cutané, avec une évolution vers un érythème, une irritation, et enfin vers des fissures, des érosions et des saignements. Parlons de la mastite. Une mastite se définit comme une inflammation du sein qui peut être liée à une infection ou non. On parle de lymphangite lorsque c'est une mastite inflammatoire et d'une galactophorite lorsque c'est une mastite infectieuse. Les facteurs favorisants sont la stase du lait et l'engorgement mammaire et la présence de crevasses surinfectées. Une mastite peut survenir généralement entre la 2e et la 12e semaine après l'accouchement. Quelques examens paracliniques peuvent être nécessaires, notamment un bilan sanguin avec une NFS qui montre une hyperleucocytose, que ce soit inflammatoire ou infectieux, et une CRP élevée en cas de syndrome inflammatoire. On peut faire des prélèvements bactériologiques au niveau du lait, et on peut conclure à une mastite infectieuse en cas de germe supérieur à 10 puissance 6 par millilitre. Le plus fréquemment retrouvé, c'est le Staphylococcus aureus. En cas de mastite bilatérale, il faut évoquer les streptocoques B. L'échographie mammaire peut être utile en cas de situation atypique ou de situation un peu qui traîne dans le temps et pour éliminer les abcès du sein. L'abcès du sein, c'est la dernière complication qu'il faut connaître. Il s'agit d'une collection de pus bien limitée dans le sein qui est favorisée par la stase de lait, l'engorgement et les crevasses surinfectées. Le diagnostic est également clinique, avec un début qui peut être très insidieux, avec des douleurs chroniques à bas bruit, puis progressivement évoluer vers un tableau inflammatoire local assez sévère, associant des signes inflammatoires de douleur, chaleur, œdème, rougeur, etc. À la palpation, on peut sentir une masse fluctuante, et à l'inspection, on peut voir une nécrose cutanée. En cas d'abcès, la fièvre est possible, mais elle n'est pas toujours présente. Au niveau paraclinique, on retrouve les mêmes examens, la NFS qui montre une hyperleucocytose, la CRP élevée reflétant le syndrome inflammatoire, et l'échographie mammaire peut être utile en cas de doute. Certaines situations sont à risque. Il faut connaître notamment les sites internet importants en cas de nécessité de traitement médicamenteux chez la mère, comme le CRAT, pour voir quels traitements sont possibles à instaurer ou non pour l'allaitement. En cas d'infection, est-ce que l'allaitement est possible ? On peut répondre à ces questions en fonction des contre-indications. Il y a des contre-indications formelles à l'allaitement qui sont le VIH ou l'HTLV 1 et 2, et des contre-indications relatives. Il faut savoir qu'en cas de varicelle périnatale, c'est-à-dire où la mère a contracté la varicelle moins de 5 jours avant l'accouchement jusqu'à 2 jours après l'accouchement, dans ce cas-là, il faudra suspendre temporairement l'allaitement. Et en cas de tuberculose pulmonaire active, il faudra également suspendre l'allaitement. Je vous invite à voir les cours spécifiques à ces pathologies. En cas d'autres infections, généralement, l'allaitement reste possible. Il faut avoir une hygiène corporelle adéquate. Je vous invite à voir les items des maladies concernées.
Concernant les prises de toxiques, il faut savoir que les toxiques comme le tabac et l'alcool sont déconseillés, mais pas forcément à bannir. Il faut souvent attendre 2 heures avant d'allaiter et proposer des substituts nicotiniques, notamment pour le tabac, et orienter les patientes vers des professionnels de santé spécialisés. En conclusion, l'allaitement a de nombreux bénéfices, que ce soit pour la mère ou pour le bébé. C'est pourquoi il faut encourager ces femmes enceintes et les jeunes mères à allaiter. Il faut lutter contre les facteurs limitants, notamment en optimisant les pratiques, et diagnostiquer les complications pour pouvoir les prendre en charge plus précocement et ainsi prolonger la durée d'allaitement. Il faut faire attention aux situations particulières, notamment la prise de médicaments, s'orienter vers des sites d'information fiables comme le CRAT. En cas d'infection concomitante, il faut être très vigilant aux contre-indications absolues, notamment en cas de VIH, d'HTLV 1 ou 2, et aux contre-indications relatives temporaires comme la tuberculose ou la varicelle. Rappelez que les prises de toxiques sont déconseillées et orienter les patientes vers des professionnels de santé spécialisés. Bon courage!